Chers confrères, chères consoeurs, bonjour. Pour bien comprendre les tests diagnostiques qui sont disponibles pour le diagnostic du Covid-19, il faut faire un bref rappel de la structure du virus et de la manière dont l'organisme se défend contre l'infection. Le SARS-CoV-2, l'agent responsable du Covid-19, est un coronavirus. C'est un virus qui porte son nom parce qu'il a un aspect de couronne. C'est un virus à ARN enveloppé. Il est donc composé d'un brin d'ARN entouré de protéines qui constituent ce qu'on appelle les protéines de capside, et cet ensemble forme une nucléocapside. La nucléocapside est elle-même entourée d'une enveloppe. Cette enveloppe, le virus l'acquiert au moment où il quitte la cellule hôte, puisqu'il emporte avec lui un morceau de la membrane cellulaire. Il existe des protéines transmembranaires qu'on appelle les protéines M, et également des protéines qui font saillie vers l'extérieur, au niveau donc de cette enveloppe virale, qu'on appelle les protéines S. Ce sont ces fameuses protéines S qui confèrent au virus son aspect de couronne. Ces protéines S sont divisées en deux sous-unités qu'on appelle S1 et S2, et qui sont responsables, la première, de l'adhésion aux cellules hôtes, et la seconde, de la fusion de l'enveloppe virale avec les membranes cellulaires permettant l'entrée du virus dans la cellule. Lorsque le virus entre dans cette cellule, il va se décapsider, c'est-à-dire qu'il va perdre ses protéines de capside pour permettre au génome d'être libéré à l'intérieur de la cellule. Ce génome va alors être répliqué, notamment par l'action d'enzymes virales, et des nouvelles particules virales vont pouvoir se former, les génomes nouvellement formés s'associant à des protéines virales qui ont été synthétisées à l'intérieur de la cellule. Ces protéines s'assemblent avec le génome et les nouveaux virions quittent la cellule hôte en emportant un morceau de membrane cellulaire qui forme leur enveloppe. Ils sont prêts à infecter d'autres cellules. Au niveau de l'organisme, il va de soi que nous ne restons pas inactifs par rapport à cette infection, et le système immunitaire va enclencher deux vagues de réponses. Une réponse qui est plutôt spontanée, c'est la réponse immunitaire innée. C'est une réponse non spécifique, assez immédiate, et qui généralement va permettre d'éteindre l'infection virale. Elle est à l'origine d'une réponse inflammatoire, c'est-à-dire elle enclenche la fièvre, et elle est à l'origine de la production d'interférons qui sont une ligne de défense contre les infections virales. Donc, généralement, c'est suffisant. Néanmoins, le système immunitaire agit en une seconde étape qu'on appelle l'immunité adaptative ou humorale. Il s'agit de la production d'anticorps qui vont être dirigés spécifiquement contre certains antigènes, certains composants du virus pour aller le détruire de manière spécifique. Maintenant qu'on a revu la structure et la réponse immunitaire de l'hôte, on peut mieux comprendre les différents tests diagnostiques qui sont disponibles commercialement pour le Covid-19. Il existe des techniques de diagnostic direct. C'est par exemple les techniques de PCR ou les tests antigéniques. On les appelle directs parce qu'ils vont détecter des composants de la particule virale. Les tests de biologie moléculaire vont reconnaître le génome viral, donc son ARN. Les tests antigéniques vont reconnaître des protéines du virus, comme par exemple les protéines de la nucléocapside. À l'opposé des tests de diagnostic direct, il y a des tests qu'on appelle des tests de diagnostic indirect. Ils ne mettent pas en évidence des composants de la particule virale, mais ils mettent en évidence les anticorps produits pour se défendre contre l'agression. Il existe différents types de tests sérologiques, des tests qui sont automatisés, comme les tests ELISA ou les tests CLIA, et des tests qui sont des tests plus manuels, qu'on appelle les tests immunochromatographiques, qui sont des tests dits rapides. Tous ces tests permettent de mettre en évidence des anticorps, et plus précisément des immunoglobulines de type M, de type G, ou des immunoglobulines totales, c'est-à-dire différents types d'anticorps.
Les premiers tests qui ont été utilisés pour le diagnostic du SARS-CoV-2 durant cette pandémie sont les tests de PCR. Ce sont des tests donc, de diagnostic direct qui mettent en évidence le génome viral, donc l'ARN. Ces tests sont réalisés à partir d'un frottis nasopharyngé. Les tests se décomposent en plusieurs étapes, 4 pour être précise, 2 étapes qui sont en quelque sorte des étapes de préparation de l'échantillon, une étape de lyse et une étape d'extraction du matériel génétique, et ensuite 2 étapes qui vont permettre d'étudier de manière plus fine le génome du virus, une étape qu'on appelle l'étape de transcriptase inverse, où l'on va transformer l'ARN du virus en ADN complémentaire, et l'étape de PCR à proprement parler, qui est une amplification d'une séquence bien particulière de ce génome viral. Ces techniques sont assez laborieuses, elles sont réalisées dans des locaux qui sont bien dédicacés à cette activité, avec du personnel hautement qualifié. Elles sont longues, elles prennent environ 8 heures. En réalité, on attend d'avoir un nombre suffisant d'échantillons pour réaliser ces analyses. On les réalise donc en batch ou en série, ce qui explique que le délai de réponse est en général de 24 à 48 heures. Les autres tests qui ont été utilisés au début de la pandémie, ce sont les fameux tests antigéniques. Dans ce cas, la réalisation est beaucoup plus simple et le test beaucoup plus rapide puisqu'on obtient un résultat environ dans l'heure, le test prenant lui-même à proprement parler 15 minutes. Le principe est de mélanger l'échantillon nasopharyngé, donc c'est toujours le même type d'échantillon qui est utilisé, avec un réactif qui contient un anticorps monoclonal qui va reconnaître la protéine virale. Ce mélange réactif-échantillon est mis au contact d'une bandelette sur laquelle est coté, donc est attaché un autre anticorps monoclonal qui est capable de reconnaître la même protéine virale. Le complexe formé par l'antigène et l'anticorps monoclonal libre du réactif va migrer le long de la bandelette et l'antigène, s'il est présent, va se retrouver pris en sandwich entre l'anticorps de la bandelette et l'anticorps du réactif. Celui-ci est marqué à l'or colloïdal, il apparaît donc une ligne colorée sur la bandelette de test qui indique un test positif. C'est un peu le même principe qu'un test de grossesse. Ces deux types de techniques, la PCR et le test antigénique, permettent de confirmer la présence de matériel viral dans un échantillon respiratoire. Les tests sérologiques, eux, sont réalisés à partir de sang. Donc on fait une ponction veineuse. À la limite, ils peuvent être réalisés sur une goutte de sang au bout du doigt pour les tests rapides. Au niveau de cet échantillon sanguin, on va chercher les anticorps. Les tests les plus couramment utilisés sont des tests automatisés qui se basent sur des principes ELISA ou CLIA. Dans le test ELISA, par exemple, on utilise une microplaque. Au niveau de cette microplaque, des antigènes recombinants sont fixés dans chacun des puits. On met l'échantillon sanguin, donc le sérum du patient, au contact de ces antigènes recombinants et il se forme des complexes humains. On ajoute ensuite des anticorps qui reconnaissent les anticorps de l'individu et qui sont couplés à une enzyme. La détection du taux d'anticorps du patient dans l'échantillon se fait en ajoutant un substrat de l'enzyme, qui est un substrat qui va donc être consommé par cette enzyme, avec pour conséquence l'apparition d'une coloration qui peut être mesurée. Dans les tests CLIA, c'est un petit peu le même principe, si ce n'est qu'on utilise des microbilles magnétiques sur lesquelles sont cotés l'antigène recombinant. Il est lié à une molécule qui n'est pas une enzyme, mais qui va subir une réaction chimique. Et ce qui est mesuré, c'est la luminescence. C'est un principe de chimie-luminescence qui va permettre de déterminer le taux d'anticorps dans l'échantillon. Il existe également des tests rapides qui se basent sur le même principe que les tests dont je vous ai parlé pour la détection des antigènes, c'est donc des principes d'immunochromatographie. Ceux-ci sont assez rapides également, ils sont réalisés en 15 minutes à partir soit de sérum, soit de sang total.
Les tests automatisés de sérologie mettent environ 4 heures pour une centaine d'échantillons, mais au même titre que ce que l'on a vu pour les PCR, ils sont réalisés en série et donc le délai de réponse est un petit peu plus long. Les tests sérologiques permettent de mettre en évidence la réponse immunitaire de l'hôte. Ils détectent des anticorps, des immunoglobulines, et cela permet de confirmer que le patient a rencontré à un moment dans sa vie le virus. Il est vrai qu'on rapporte une sensibilité de l'ordre de 70% pour les tests de PCR et donc environ 30% de faux négatifs. Cette valeur de 30% est difficile à documenter puisque la PCR elle-même sert en quelque sorte de gold standard. Néanmoins, on pense effectivement que la sensibilité des tests de PCR n'est pas parfaite. Elle peut être diminuée, par exemple, si la charge virale dans l'échantillon est faible. Ça peut être le cas en début ou en fin d'infection. Mais on pense surtout que c'est la qualité du frottis nasopharyngé qui explique cet éventuel manque de sensibilité de la PCR. En effet, le frottis nasopharyngé doit être fait correctement et c'est un acte qui n'est pas si évident à réaliser. Il faut bien incliner la tête du patient, il faut insérer le frottis nasopharyngé jusqu'au niveau du pharynx, ce qui n'est pas très confortable et le patient peut avoir tendance à reculer. Il faut collecter suffisamment de cellules au niveau du nasopharynx par des mouvements de retournement et ensuite introduire cet écouvillon dans un milieu adéquat. L'écouvillon lui-même a un rôle à jouer. On utilise idéalement ce que l'on appelle des écouvillons floqués ou flocked swab. Ce sont des écouvillons qui ressemblent en quelque sorte à des brosses à cabinet et qui ont la caractéristique de relarguer très rapidement les cellules collectées dans le milieu de transport. D'autres écouvillons peuvent être utilisés mais qui auront sans doute des performances moindres. Le milieu de transport est également important, il permet de bien préserver les agents viraux éventuellement présents dans l'échantillon et toutes les conditions préanalytiques, donc la durée de transport, la température de l'échantillon avant analyse vont également influencer le résultat des analyses. Alors, le processus analytique de PCR est assez complexe. Chacune des 4 étapes de cette analyse peut faire l'objet d'un choix en termes de réactifs et chaque choix va bien sûr avoir un impact sur la sensibilité de la technique. L'important, c'est de choisir des tests qui sont marqués CE, puisque ceux-ci ont fait l'objet d'une validation assez large et ont globalement tous de très bonnes performances. D'une manière générale, nous recommandons plutôt d'utiliser des tests duplex, c'est-à-dire des tests qui vont cibler plusieurs séquences, une séquence qui est très large et une séquence qui est plus spécifique. Par exemple, certains tests vont permettre l'amplification d'une séquence du gène E qui code pour l'enveloppe des coronavirus, qui est donc une séquence très conservée, et parallèlement une séquence du gène S qui code pour les particules, donc les glycoprotéines dont je vous ai parlé précédemment, et qui est très particulière, très spécifique du SARS-CoV-2 en particulier. Donc une séquence pour les coronavirus en général, une autre pour le SARS-CoV-2 en particulier. Un autre élément critique lorsque l'on travaille en biologie moléculaire et que l'on réalise des PCR, c'est les risques de contamination. Donc d'une manière générale, nous recommandons plutôt de travailler avec des techniques automatisées plutôt qu'avec des techniques manuelles. Elles présentent également le bénéfice d'être plus rapides. À ma connaissance, le SARS-CoV-2 est un virus qui est effectivement capable de subir des mutations, mais qui n'a pas un taux de mutation aussi important que ce que l'on pourrait observer pour le virus de la grippe, par exemple. Je ne pense pas donc que ces mutations puissent affecter les sensibilités des techniques utilisées au niveau du laboratoire. C'est vraiment les étapes préanalytiques que j'ai expliquées précédemment qui sont cruciales.
Il n'est pas exclu que plusieurs lignées circulent et donc il y a un grand intérêt à utiliser ces fameuses techniques multiplex. En cas de doute sur un résultat, il conviendra d'envoyer l'échantillon au Centre national de référence pour faire des tests complémentaires et éventuellement envisager des techniques de séquençage. Le test antigénique présente une sensibilité de 60% pour des échantillons dont la charge virale est élevée. Cela signifie que sur 10 patients infectés qui vont se présenter à l'hôpital avec une charge virale élevée, seulement 6 pourront être diagnostiqués par cette technique. Néanmoins, l'antigène a été vraiment un outil diagnostique intéressant au moment du pic épidémique. En effet, il a permis pour un peu plus de la moitié donc, des patients infectés et qui ont une charge virale importante de diagnostiquer le SARS-CoV-2 en environ 1 heure. Le test prend, je le rappelle, 15 minutes. Cela a permis donc de rapidement orienter ces patients vers les bonnes unités dans l'hôpital. Les tests négatifs ont, eux, été redirigés vers la PCR en raison de ce manque de sensibilité. À la fois, on a plus rapidement orienté les patients, mais on a également épargné toute une série de tests de PCR qui sont des tests plus laborieux, plus coûteux et pour lesquels nous avions à ce moment-là des pénuries de réactifs. Donc cela a été vraiment précieux. À l'heure d'aujourd'hui, le taux de positivité des PCR est de seulement 4%. La place de l'antigène est donc tout à fait obsolète et il n'est plus d'application dans notre laboratoire pour le moment. Les indications du diagnostic de Covid-19 sont renseignées sur le site de Sciensano. Il existe en fait 4 critères qui permettent le remboursement du test et qui constituent ses principales indications. En premier lieu, toute personne qui répond à la définition de cas possible de Covid-19, c'est-à-dire une personne qui présente soit un symptôme majeur, c'est-à-dire par exemple la toux, une difficulté respiratoire, une douleur thoracique ou la perte de goût ou de l'odorat, ou 2 symptômes mineurs, sans autre cause évidente, les symptômes mineurs étant la fièvre, des douleurs musculaires ou de la fatigue par exemple. Donc toute personne qui répond à la définition de cas possible peut bénéficier d'un test de PCR et on accordera une attention toute particulière au personnel soignant et aux personnes qui vivent en collectivité. En second lieu, peuvent également être testées les personnes qui ont eu un contact à haut risque avec un cas de Covid-19 et qui sont elles-mêmes au contact de personnes qui sont à risque de développer une forme sévère de la maladie. Donc, par exemple, des professionnels qui travaillent dans le domaine médical, dans des unités hémato-onco ou avec des personnes âgées. Le contact à haut risque fait lui aussi l'objet d'une définition bien précise en termes de distance avec la personne infectée, contact ou non avec des sécrétions respiratoires, etc. Troisièmement, toute personne nécessitant une hospitalisation pourra aussi bénéficier d'un test. Et enfin, tout nouveau résident entrant pour la première fois dans une collectivité. En effet, le choix d'un réactif plutôt qu'un autre peut affecter les performances du test. C'est la raison pour laquelle il est impératif pour chaque laboratoire d'évaluer les différents tests, ou en tout cas d'évaluer le test qu'il utilisera dans son propre laboratoire. Un même test contenant le même réactif peut en effet aussi donner des performances variables s'il est réalisé dans un laboratoire A ou dans un laboratoire B. En ce sens, le professeur Montesinos du LHUB-ULB a effectué une évaluation large des tests sérologiques disponibles commercialement en Belgique en collaboration avec l'UCL. Elle a montré les performances de 2 tests automatisés et de 3 tests rapides et ces résultats ont été récemment publiés. C'est une question assez difficile et pour laquelle nous n'avons pas encore toutes les réponses. Des études complémentaires devraient nous aider dans un futur proche ou moyen à répondre de manière plus précise.
En effet, on soupçonne que chez certains patients dont la symptomatologie est moins sévère, il n'y ait pas de développement d'anticorps. Mais les études sont assez contradictoires. Une étude récente dit au contraire que les anticorps apparaissent chez tous les individus infectés, qu'ils aient des symptômes sévères ou des symptômes plus légers, mais qu'ils mettraient probablement un temps différent à apparaître, environ 2 à 3 semaines chez un individu qui a une infection sévère et 1 mois ou un peu plus chez un individu qui a une symptomatologie plus légère. C'est un point que nous souhaiterions effectivement confirmer. D'autre part, nous n'avons pas encore de réponse par rapport au fait qu'un individu qui possède des anticorps soit protégé contre une éventuelle réinfection. Nous devons démontrer que cette immunité est protectrice et si elle l'est, il faudra évaluer quel est le taux d'anticorps qui est réellement protecteur et si ces anticorps vont persister dans le temps. Enfin, on ne sait pas non plus si quelqu'un qui a des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 est contagieux ou non. Il y a des patients qui ont une sérologie positive, mais qui ont également une PCR positive au même moment. On soupçonne qu'il puisse s'agir d'une PCR résiduelle, c'est-à-dire qu'on détecte encore le matériel génétique du virus, mais on pense qu'il est mort et que le patient n'est donc plus infectieux, contagieux, mais ça n'est pas certain. Il y a donc encore énormément de choses à élucider à ce niveau-là. Il est donc important de maintenir les gestes barrières, même si l'on a une sérologie qui s'avère positive. Non, pas du tout. D'ailleurs, les indications de testing par des techniques de sérologie permettent l'utilisation des tests sérologiques pour du diagnostic d'infection aiguë. On indique l'utilisation des tests sérologiques, par exemple, pour des patients hospitalisés qui ont un scanner et une symptomatologie compatible avec une infection par le SARS-CoV-2, mais qui ont une PCR négative. Une autre indication, ce sont des patients qui sont hospitalisés ou non, qui ont eu une symptomatologie compatible avec une infection par le SARS-CoV-2, avec des plaintes plutôt persistantes, qui n'ont pas bénéficié d'un test diagnostique ou pour qui la PCR était négative. Pour eux aussi, on peut recommander de faire un test sérologique au-delà de 14 jours après l'apparition des symptômes pour essayer de documenter cette infection. Troisième cas de figure, vous avez certainement entendu que des patients ont montré des plaintes particulières. On a observé des séries de symptômes qui ne sont pas vus d'habitude, donc des plaintes un petit peu particulières. Et bien pour toute présentation clinique un peu non spécifique et pour lesquelles on n'a pas d'explication, on peut utiliser un test de sérologie pour voir si le SARS-CoV-2 n'est pas en lien avec ces manifestations. Les tests sérologiques ont certainement un grand intérêt pour réaliser au niveau collectif ce que l'on appelle des études de séroprévalence qui vont nous permettre d'avoir une idée de la proportion de la population qui a été infectée par le virus. Il est aussi intéressant, et c'est d'ailleurs une des indications du test sérologique, de tester des sous-populations, comme par exemple le personnel soignant ou les personnes vivant en collectivité, pour pouvoir appliquer des mesures particulières dans ces sous-populations bien précises. D'un point de vue individuel, ce test peut être informatif, comme je l'ai précédemment expliqué, néanmoins il ne dispense pas des mesures barrières. Tout à fait. Les tests sérologiques doivent être réalisés à un moment adéquat. En effet, comme je l'ai expliqué, la réponse immunitaire de l'hôte met un certain temps à se mettre en œuvre. Il est donc important de ne pas tester le patient trop tôt, sans quoi on risque de se trouver dans ce que l'on appelle la fenêtre sérologique, c'est-à-dire obtenir un résultat négatif simplement parce que les anticorps n'ont pas été produits.
La sensibilité des tests de sérologie est optimale au-delà de 14 jours après l'apparition des symptômes. C'est donc à ce moment-là qu'il est le plus adéquat d'effectuer l'échantillon et l'analyse. Pendant la fenêtre sérologique, on peut avoir un résultat négatif où on peut observer des immunoglobulines de type M. Tout résultat obtenu et qui s'avérerait un petit peu douteux pendant cette période doit faire l'objet d'un contrôle sur un sérum collecté à distance. C'est vraiment l'apparition d'immunoglobulines de type G, ce qu'on appelle la séroconversion, qui va permettre de signer l'infection. Il ne faut pas confondre le terme TROD, test rapide d'orientation diagnostique, et le terme autotest. Les tests immunochromatographiques dont je vous ai parlé pour la sérologie sont des tests rapides d'orientation diagnostique. Ils ont été évalués dans le cadre de l'étude du professeur Montesinos et ils montrent des performances vraiment très satisfaisantes, égales voire meilleures à celles des techniques automatisées. Ils sont faciles d'utilisation, ils pourraient donc être aisément déployés dans les cabinets des médecins généralistes, dans des maisons de repos et de soins avec l'encadrement d'un personnel médical, voire dans des pays en voie de développement où l'accès à des plateformes diagnostiques est plus difficile. Néanmoins, ils nécessitent une interprétation. Les tests sérologiques sont, vous l'avez compris, assez difficiles à interpréter. Ils doivent être accompagnés éventuellement d'un commentaire formulé par un microbiologiste qui permettra aux cliniciens d'interpréter ce résultat en fonction du contexte clinique de son patient. Donc il n'est pas opportun de les rendre disponibles à tout un chacun pour être réalisés à la maison sans aucune explication. Oui, les laboratoires peuvent se procurer ces tests et nous les avons d'ailleurs évalués sur le terrain. Néanmoins, à l'heure d'aujourd'hui, ils ne font pas partie des critères de remboursement. Et pour ceux qui les trouveraient sur Internet, par exemple, et se les procureraient, il faut savoir qu'ils sont interdits pour un usage en autotest. Il n'existe malheureusement pas de test parfait. Le test de PCR va fournir une image ponctuelle de la présence ou de l'absence du virus dans l'organisme. Les tests de sérologie, on l'a vu, présentent de nombreuses limites. C'est finalement une combinaison d'arguments qui vont permettre de poser un diagnostic, des tests biologiques, des informations cliniques, la radio du thorax. Cet ensemble permet éventuellement de conclure. Si le patient est symptomatique, alors la meilleure chose à faire est de contacter son médecin traitant ou de se rendre aux urgences si les symptômes sont vraiment sévères. À ce moment-là, il bénéficiera, comme le prévoient les recommandations de Cienzano, d'une PCR et ou d'un test sérologique. Si la personne n'est pas symptomatique, elle peut toujours avoir recours à la PCR dans certains cas particuliers ou au test sérologique, mais il faut garder à l'esprit que ça ne le dispensera pas des mesures barrières et garder aussi en tête qu'un test doit pouvoir permettre une action. Que fait-on d'un test positif? Que fait-on d'un test négatif? À l'heure actuelle, je ne sais pas donner un nombre précis de tests pouvant être réalisés par PCR. Néanmoins, plus de 80 laboratoires de biologie clinique ont indiqué qu'ils étaient en mesure de les réaliser, ce qui, en parallèle des tests réalisés sur la plateforme fédérale, devrait couvrir l'ensemble des tests répondant aux indications de testing. En ce qui concerne la sérologie, de nombreux laboratoires se sont équipés. Les tests seront exclusivement réalisés dans ces laboratoires de biologie clinique et il n'y a pas lieu, à l'heure d'aujourd'hui, de penser que nous risquons des pénuries de réactifs. Les tests de PCR peuvent être prescrits par un médecin traitant qui va diriger son patient vers une plateforme de pré-triage.
ou ils peuvent être prescrits au niveau du service des urgences si le patient s'y présente avec une symptomatologie sévère. Dans le premier cas, le frottis sera réalisé sur la plateforme de testing fédérale. Dans le second cas, l'analyse sera réalisée dans le laboratoire de biologie clinique. Le test est remboursé selon les indications que j'ai expliquées précédemment. Il est remboursé environ 47 €, ce qui correspond grosso modo au coût réactif et à la main-d'œuvre autour de la réalisation de cette analyse. En ce qui concerne les tests sérologiques, ils seront tous donc réalisés dans les laboratoires de biologie clinique. Ils font l'objet d'un remboursement dans les conditions que nous avons expliquées précédemment. Ce remboursement est de l'ordre de 9,60 €. Cela couvre en général les frais, puisque, quelle que soit la technique utilisée, le prix réactif varie entre 2 et 10 €, 10 € étant le prix des tests rapides d'orientation diagnostique.